Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et encore une minute et on va attaquer. Victor, c'est bon pour toi? Victor? C'est bon pour moi. Bon. Allez. Donc, bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va discuter culture, sécurité et accidentologie. L'idée étant de comprendre déjà où on en est, en particulier en France, sur l'accidentologie, pourquoi il est important de traiter les phénomènes accidentels et en quoi la culture sécurité est une approche qui peut permettre de réduire l'accidentologie et pourquoi c'est surtout la suite logique de ce qu'on peut faire en matière de sécurité depuis ces dernières années. Donc, avec moi aujourd'hui, pour participer à ce webinaire, j'ai Victor Chabert. Donc, Victor, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc Victor Chabert, je suis responsable opération et QHSE pour la société Parfex, donc une entreprise de fabrication de compositions parfumées dans le sud de la France, à Grasse, et on fait partie des groupes Iberchem, donc espagnol, et Croda anglais, qui est donc entre autres un fabricant de matières premières dans l'industrie chimique. Ouais, donc, Victor, qui est client de Red Online et que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'accompagner. T'as dit un plaisir, mon renard, c'est bien. Le plaisir et l'honneur d'accompagner dans les démarches de certification 45 millions et 14 millions. Donc, je suis Mathieu Delucas, je suis responsable des équipes d'ingénieurs HSE Europe chez Red Online. Et donc, à ce titre, j'interviens régulièrement avec un certain nombre de nos clients. Et donc, Victor a accepté gentiment de vouloir participer avec moi à ce webinaire sur la culture sécurité. Donc, on va commencer par des notions d'accidentologie, notamment en France. Donc, la situation des accidents en France, bon, on a eu un progrès sur les 10 dernières années. Malgré tout, le constat, c'est qu'il reste plus de 600 000 accidents du travail en France en 2021. Donc, ce sont les données les plus récentes qu'on a pu avoir. Une augmentation de 12% par rapport à 2020. 2020 était une année un petit peu particulière, je pense qu'on le sait tous, mais on est à peu près dans le même ordre de grandeur qu'en 2019. Donc, on n'est pas sur un phénomène qui est maîtrisé, en particulier dans certaines typologies d'accidents. Donc, on retrouve la manutention manuelle, les chutes de plein pied, chutes de hauteur, et l'outillage qui représente la majeure partie des types d'accidents qui sont déclarés, avec la manutention manuelle qui représente 50%.
Je ne sais pas, Victor, si c'est quelque chose que tu constates toi Oui, aussi. ben, oui, puisque du coup, on a eu un accident en 2022 et il était sur les TMS, tout à fait. Donc, Donc, ce je sont trouve ça. des points sur lesquels il n'est pas toujours évident de mettre en place des actions de prévention. Et on a besoin, dans ces cas-là, en général, d'impliquer directement les salariés. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais ce sont souvent des accidents d'inattention. Donc, la répartition des sinistres, comme vous pouvez le voir ici, on est à 80% sur les accidents du travail, donc 14% d'accidents du trajet et 6% de maladies professionnelles. Donc, les accidents du travail représentent toujours la plus grosse partie de l'accidentologie. Donc, ici, je pense que c'est une surprise pour personne, mais c'est important de rappeler ces chiffres-là. On est sur des choses qui se passent directement dans l'entreprise, et ça veut dire qu'on est dans un périmètre qu'on est censé, sinon maîtriser, du moins contrôler, et sur lequel on a des moyens d'action. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Alors, l'accidentologie, c'est un fait. Maintenant, quelles sont les conséquences d'un accident? Donc, on a demandé à William Dabb quelle était sa vision là-dessus. Donc, il nous a indiqué, et c'est une vision qui est partagée par Edelman et je pense par Parfex également, que la prévention, ça n'est pas une contrainte non rentable qui était imposée par l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez une réglementation, ce n'est pas parce qu'il y a la médecine du travail ou l'inspection du travail qui vont venir vous imposer des choses qu'il faut mettre en place. C'est bien un investissement sur l'avenir, à la fois pour les salariés et pour l'entreprise. Et globalement, 1 € investi en prévention, on rapporte plus de 2 assez rapidement. C'est un changement de culture qui a commencé à s'opérer vers la fin des années 2000, qu'il faut continuer à mettre en place. Et on est effectivement sur une pente descendante en termes d'accidentologie et sur une pente ascendante en termes de maîtrise, notamment au travers de la culture sécurité. Donc la culture sécurité avec l'implication des salariés. On reviendra sur la vision de Redolnen et sur ce que ça peut impliquer. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les efforts qu'on va mettre en place pour permettre de réduire l'accidentologie, ça, c'est un investissement. Ce n'est pas une perte et ce n'est pas un poste de dépense. C'est un poste de profit par la non-dépense. Alors, quand on parle de profit par la non-dépense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un accident du travail, ça a des coûts. Ça a des coûts directs, donc on va avoir l'indemnisation des travailleurs, tous les traitements, l'adaptation du travail, l'achat d'équipements neufs éventuellement, le matériel pour les soins médicaux sur le lieu du travail, tout ça c'est des coûts directs. Et on va également avoir des coûts indirects. Donc les coûts indirects, ce sont les blessures des travailleurs, c'est le suivi des victimes, c'est le retour au travail, la perte de productivité. Parce que quand on remplace un salarié, on ne peut pas forcément remplacer quelqu'un qui a les mêmes compétences ou les mêmes connaissances des process de l'entreprise. C'est le compte rendu des incidents, donc tout le temps qu'on va passer à traiter, le coût d'embauche, le suivi du manager, les retards de production, etc. etc. Donc, tous ces coûts-là sont très importants et on estime que les coûts indirects sont 3 à 5 fois supérieurs aux coûts directs. Donc, quelque chose à avoir en tête, prévenir des accidents, c'est s'éviter tous ces coûts qui peuvent s'accumuler au final. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion d'investissement dans les mesures de prévention et qu'une action corrective sera en général moins rentable qu'une action préventive. En termes de compétitivité, donc on a parlé productivité, on a parlé compétitivité. On vous a mis un graphe ici qui représente l'indice de compétitivité globale en fonction de l'incidence des accidents du travail. Donc, on n'est pas sur un taux de fréquence, on est sur une incidence, mais c'est une notion qui est assez similaire. Et ce qu'on peut voir, donc évidemment lissé sur tous les secteurs au global, c'est qu'il y a une corrélation assez nette entre la compétitivité et le taux d'accident du travail. Ça, on pouvait s'en douter. Ça fait toujours du bien de le rappeler et de le constater. Une entreprise sera d'autant plus compétitive qu'elle a moins d'accidents du travail. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la perte de productivité que peut entraîner l'accident, il y a aussi la confiance des salariés dans l'entreprise, il y a le bien-être au travail, il y a toutes ces notions qui participent de la compétitivité.
Alors, la question qui vient derrière, c'est comment survient l'accident du travail. Bon, la première chose, c'est qu'il y a une situation dangereuse, donc un individu qui est exposé à un danger. Donc là, on va mettre en place des actions de prévention, puis on va avoir un événement dangereux. Donc on va entrer dans ce qu'on appelle une situation accidentelle. On va perdre la maîtrise de la situation dangereuse. On peut mettre des actions de protection à ce niveau-là, donc des actions de protection collective ou individuelle. Et si elles ne sont pas suffisantes, on va arriver sur un dommage, donc l'accident. Et c'est là qu'on va rentrer dans la phase de réparation, donc avec des soins, et on va avoir des réparations humaines, réparations juridiques, socio-économiques, et donc les coûts directs et les coûts indirects. Donc, l'accident en lui-même, le dommage tel qu'il est indiqué ici, ce n'est pas quelque chose qui survient par hasard. C'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper. Et toute la question derrière, c'est comment on fait pour anticiper sur ce dommage, comment on fait pour ne pas qu'il survienne. Parce qu'on sait qu'il va arriver, on ne sait pas exactement comment, mais on sait qu'il peut arriver. Et donc, de l'incident à l'accident, ce qu'on va avoir, c'est une situation dangereuse. Donc ici, on a des objets qui sont placés là. On a un presque accident qui peut survenir. Donc, on a une chute des objets à côté du salarié. Et derrière, on va avoir une blessure. Donc là, c'est les objets qui sont tombés sur le salarié. Donc, au moment du dommage, la situation dangereuse était déjà connue et on avait déjà eu des presque accidents. Donc là, c'est là qu'on va avoir évidemment les coûts les plus importants, coûts directs, indirects. La question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu traiter ces événements-là, donc au niveau du presque accident et au niveau de la situation dangereuse, avant d'arriver à la blessure? Bon, la réponse a été théorisée il y a déjà bien longtemps, donc je pense que la plupart d'entre vous sont déjà familiers avec la pyramide de Bird. Donc, ce que disait Bird en 69 déjà, et qui a été conforté par une étude et par d'autres études depuis, c'est que pour un accident grave, on va avoir à peu près 600 incidents et 30 accidents avec dommages matériels. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante parce qu'on a 630 opportunités de voir ce qui aurait pu se produire avant d'arriver à un accident grave ou à des blessures mineures. Et la plupart du temps, dans une entreprise, le correspondant HSE, le responsable HSE, sera informé évidemment des accidents graves, sera informé des blessures mineures parce qu'il va y avoir une enquête qui sera faite si tout fonctionne bien dans le service HSE, donc une analyse de cause. Éventuellement de quelques accidents avec dommages matériels, donc ça c'est plutôt autour de la pause café qu'on l'apprend, et très rarement des incidents. Donc, ce qui veut dire que toute la base de la pyramide est bien souvent méconnue par les responsables HSE sur un site. C'est de moins en moins vrai, ça reste le cas en tout cas sur beaucoup de sites que j'ai pu visiter dans le cadre de mes fonctions. Ce qui fait que quand on n'a pas connaissance de ce qui se passe, on ne peut pas travailler sur ces éléments-là. Et du coup, on est beaucoup sur du réactif et on va traiter par des actions correctives les accidents graves et les blessures mineures. Et on ne va pas mettre de préventif sur ce qui est avant, c'est-à-dire les accidents avec dommages matériels ou les incidents sans blessure. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Mathieu. En effet, c'est intéressant. Pour l'appliquer au site sur lequel je suis actuellement, effectivement, on est une société de 1985 et jusqu'en 2021, on n'avait pas de service HSE, donc c'était un peu diffus. À l'arrivée, quand je suis arrivé, on était à 0 accident sur l'année 2021, on en a eu un sur 2022. Effectivement, on a lancé en fin d'année, c'est-à-dire à partir d'octobre, un outil de remontée d'incidents un peu je crois, comme celui que vous proposez d'ailleurs sur la plateforme. Et du coup, se dire, on va remonter toutes les informations. Et en fait, pour attirer le collaborateur sur l'utilisation de cet outil-là, parce que, bon, aucun intérêt a priori de remonter une information dangereuse pour un collaborateur, il ne va pas forcément y voir quelque chose à gagner tout de suite. En fait, on l'a lié avec notre outil de demande d'intervention. C'est-à-dire que toutes les demandes d'intervention informatique et d'ailleurs de maintenance travaux neufs étaient liées aussi avec la partie sécurité. Et finalement, on a vu depuis octobre remonter quelques informations santé-sécurité. Donc aujourd'hui, on a 238 remontées d'incidents. Ce qu'on appelle, c'est confondre tout, informatique, maintenance, santé. Et on en a 21 qui touchent la santé et la sécurité. On a séparé l'environnement. Ce qui fait qu'en fait, on a une présentation générale ce soir, cet après-midi avec toute l'entreprise, dans laquelle on va parler justement de cette pyramide de Bird. Et on a bien, donc parmi les 10, on a bien eu un accident du coup donc avec arrêt, et on a bien eu en dessous deux incidents techniques. Et puis après, on a bien nos 21
presque accident, on va dire, ou incident matériel, des choses qui auraient pu se produire, et qui du coup, sur 3 mois, étendu sur l'année, remonte à 84. Donc on est à peu près sur le ratio de la pyramide de Bird. Effectivement, ça peut faire peur parce que la première fois qu'on va regarder ça, on va se dire, je ne le regardais pas, j'avais rien, je le regarde, du coup, je me retrouve avec 84 actions à l'année à réaliser, 84 en tout cas, presque accident. Si je mets 1 à 3 actions par, enfin, je vous laisse faire le calcul, ça peut vite être extrêmement important. Et peu importe en fait la maturité du site en HSE, je trouve que de toute façon, il y aura toujours besoin de générer cette quantité d'incidents, puisque ça sera toujours le cas. Elles sont plus ou moins graves, c'est ça qui va différencier, je pense, sur la culture HSE. Mais par contre, on doit avoir ces retours-là parce que ça peut nous permettre d'avancer. En tout cas, nous, ça nous a permis d'éviter pas mal de problématiques qui auraient pu être gênantes si on ne les avait pas identifiées auparavant. Du simple port de pays jusqu'à des choses beaucoup plus profondes comme une ventilation qui était cassée à un endroit qu'on ne voyait pas forcément. Et c'est la personne qui travaille dans le secteur concerné qui nous dit, au fait, est-ce que vous trouvez ça normal que… Et là, non. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. On en fait le bilan, on a fait le bilan en fin 2022 en tout cas. Je pense qu'il y a 2 points clés dans ce qui est dit là. Le premier, c'est qu'effectivement, ça peut faire peur d'avoir beaucoup d'incidents et on se dit comment on va les traiter. Mais au moins, on a la connaissance de ces incidents. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne le savait pas qu'ils n'étaient pas là. Exactement. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est se dire, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Ça, c'est un Exactement. peu le cliché. Mais réellement, en fait, c'est ça. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est pour ça que, je pense qu'on y viendra plus tard, mais c'est pour ça que la direction d'un site joue un rôle qui est majeur dans l'intégration de la sécurité de la société. C'est de se dire, je n'ai pas peur de découvrir ce qui ne va pas et surtout de m'y confronter, quoi. Tout à fait. Et donc, ça rejoint le deuxième point clé que je voulais aborder, c'est l'implication à tous les niveaux. Pour avoir un grand nombre de remontées, on a besoin d'avoir des salariés qui sont impliqués. Et ça va d'ailleurs en droite ligne avec le principe de l'ISO 45001 qui a mis l'implication des travailleurs au cœur du système au même titre que la santé sécurité. Et on a besoin derrière d'avoir un leadership qui va suivre pour être en capacité de mettre les actions qui sont nécessaires. Exactement. Alors, je ne sais pas si on a Serge qui nous a fait un commentaire sur ce qu'on vient d'échanger, peut-être c'est le moment de remonter. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La remontée d'un grand nombre de situations dangereuses, ça peut générer une grande charge de travail pour les équipes de terrain. Évidemment, on peut le voir comme ça. Nous, notre directeur de site, ce qu'il aime bien dire, c'est que la sécurité, c'est une valeur, ce n'est pas une priorité. Ce que moi, je comprends dans cette phrase-là, c'est que la valeur, c'est qu'elle ne vient pas en opposition avec la charge de travail qu'on a aujourd'hui et que ça doit faire partie inhérente de chaque mission que l'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir une organisation du travail qui fonctionne, mais que la sécurité rajoute une charge de travail qui ne nous permet pas de réaliser ce que l'on doit faire à la journée, c'est que l'organisation est à revoir, et c'est-à-dire les équipes sont à étoffer, la charge de travail est à répartir pour que chacun puisse jouer son rôle dans la sécurité. Et du coup, c'est pour ça que la direction a forcément un rôle majeur à jouer là-dedans, puisqu'il faut qu'elle puisse comprendre et reconnaître que la sécurité, c'est une partie du travail de chaque employé, puisqu'on est chacun responsable de la sécurité des autres et soi-même. Donc, du coup, ça va en faire partie. Tout à fait. Il y a une autre question, est-ce qu'on l'a… Alors, pour les questions, on va les prendre à la fin, mais on va y revenir, effectivement. Mais c'est vrai que là, le point était très intéressant. On a une charge de travail qui découle de la connaissance de ces événements, il ne faut pas le nier, hein. Donc, ça sera plus d'efforts à fournir. Mais si on ne fournit pas ces efforts-là, en fait, on va rester sur une accidentologie qui sera plus élevée. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis qu'on a la connaissance de la pyramide de Bird. On se dit comment est-ce qu'on va influer sur la base de la pyramide, parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc, on voit que plus on veut aller loin, plus l'effort sur la durée sera important. Et le résultat sera moins significatif. C'est-à-dire que quand on va passer au tout début, on va dire, OK, on respecte la réglementation, on commence par là. Après, on va travailler sur les équipements, on va travailler sur l'engagement hiérarchique. Et après, on va engager tous les acteurs dans cet effort-là. Et il est de plus en plus dur sur la durée d'engager tout le monde que d'engager simplement le leadership ou de travailler simplement sur les équipements. Mais c'est ce qui va permettre, dans le phénomène d'amélioration continue, d'aller plus loin et de réduire au maximum cette accidentologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté
à tous les niveaux. Donc, au niveau de l'organisation, on va commencer par là en général en termes de santé et sécurité. Donc, on va travailler sur les équipements, le matériel. Ensuite, on va travailler sur des organisations. Et puis après, dans un deuxième temps, on va travailler sur l'humain. Donc, la posture du manager, c'est le plus important avec l'impulsion qui est donnée et surtout le retour qui est fait par rapport aux remontées. Et on arrive après à la notion de culture sécurité. Donc, la culture sécurité, pour moi, en tant que salarié, comment je me protège, et la culture sécurité interpersonnelle, c'est-à-dire comment je protège les autres. Et ce phénomène-là, c'est quelque chose qui a évolué avec le recul sur le phénomène accidentel. On vous a mis quelques exemples de gros événements accidentels qui sont survenus. Donc, au début, donc dans les années 50, on était surtout en train de remettre en cause la fiabilité des systèmes techniques. Donc, on disait si on a eu un accident, en fait, c'est parce que l'équipement a été défaillant. Ensuite, on a commencé à traiter le facteur humain en se disant que l'homme avait un rôle à jouer dans la sécurité. Puis, on a commencé à traiter les facteurs organisationnels en disant que l'entreprise dans son ensemble devait permettre de mettre en place une notion de sécurité qui était globale. Et on est arrivé à la culture sécurité qui englobe ces trois éléments-là. C'est une notion qui est transverse. Et donc, ça a été analysé notamment par James Reason dans les années 2000, donc au moment où on commence à parler de sécurité. Et il a proposé donc, une approche très systémique de la gestion de la sécurité avec ce qu'on appelle le Swiss Cheese Model. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que chaque tranche du fromage, donc c'est un gruyère, c'est un fromage à trous, chaque tranche du fromage, c'est une couche de prévention. Et nécessairement, il y a des trous dans la prévention parce qu'il n'y a aucun système qui sera parfait. Mais si on aligne suffisamment de couches, on va arriver à empêcher un accident de se produire. Et la culture sécurité, c'est une couche parmi d'autres. C'est une approche qui va permettre d'éviter d'arriver à un accident. Et quand tout est aligné et que toutes les défaillances sont alignées, c'est là qu'on passe de la situation dangereuse à l'accident. Donc l'idée, c'est que chaque élément qu'on met en place ici, donc les différentes barrières, la mise en place de culture de sécurité personnelle, interpersonnelle, l'environnement de travail ou toute l'organisation, tout ça sont des choses qui, chacune à leur niveau, peuvent permettre d'empêcher un accident de se produire. Donc, on appelle ça la démarche systémique, c'est-à-dire c'est une approche globale qui va permettre de détecter les défaillances qu'on appelle patentes ou actives, c'est-à-dire les erreurs, notamment des acteurs qui sont en première ligne et qui sont directement liées à l'accident, et les défaillances latentes, qui sont plutôt des caractéristiques du système qui ont contribué à la survenue de l'accident. Et donc là, on est sur toute la partie organisation. Et donc, cette approche globale permet de limiter l'impact du facteur humain, d'une part, et surtout d'identifier les défaillances de l'organisation. On va traiter la sécurité dans son ensemble et on va développer cette notion de culture sécurité. Donc, la sécurité, on peut la gérer à différents niveaux. On a la sécurité qui est dite, la gestion qui est dite réactive, c'est-à-dire que là, on va investiguer sur les accidents et les incidents. Alors, c'est bien de faire des analyses des accidents pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise, mais là, on est dans la réaction, c'est ce qu'on veut éviter. On a la gestion proactive qui permet de se rendre compte des dangers avant que l'accident se produise, et on a la gestion prédictive qui va nous permettre d'essayer de prédire où les événements peuvent se produire, notamment en utilisant en données d'entrée le retour qu'on a pu avoir de la gestion proactive et la gestion réactive, et tout ça permet de traiter l'accidentologie à la base et donc travailler sur la base de la pyramide de Bird pour éviter d'arriver à ces accidents graves. Donc, ce sont des systèmes qui s'auto-alimentent. On va le retrouver notamment dans les comportements, entre les liens entre le management, l'organisation et les comportements individuels. Ce sont des comportements qui peuvent s'auto-alimenter et s'entraider. Et donc, c'est vraiment là qu'on a les notions de culture sécurité. Il est important que le management explique les actions qui sont mises en place aux individus pour que les individus puissent intervenir dans la gestion de la sécurité et soutenir l'effort qui provient du management. Et de la même façon, l'organisation doit responsabiliser le management et le management doit animer l'organisation.
Et c'est à ce niveau-là, après, donc, au niveau de l'organisation, qu'on va coordonner les efforts individuels. Et donc, quand les efforts individuels sont partie prenante de l'organisation, on arrive sur une notion de maîtrise des risques plus globale. Donc, cette implication-là, on peut la retrouver également dans les outils. Donc, la performance en sécurité, pour qu'elle soit optimale et pour qu'on ait une culture sécurité, il faut qu'on ait une sécurité technique, il faut qu'on ait un système de management de la sécurité, c'est préférable notamment avec ces notions d'amélioration continue qui vont pousser le système vers le haut, et il faut qu'on prenne en compte le facteur humain et le facteur organisationnel. Et donc, c'est vraiment tout ça qui va participer à la culture sécurité. Et comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre du système de management de la sécurité, donc l'ISO 45001, dans sa version 2018, on retrouve au cœur du système non pas simplement la santé-sécurité, mais également l'implication des travailleurs, la participation des travailleurs, c'est le terme normatif. A contrario, dans l'ISO 14001, on a simplement la protection des intérêts liés à l'environnement au cœur du système. Donc, on est vraiment sur une notion qui est différente. On est sur la partie sécurité en avance par rapport à l'environnement. Et il a été compris depuis le début des années 2000 que c'est uniquement une approche globale avec une participation de l'intégralité des acteurs qui permettra d'avoir les remontées suffisantes et les moyens nécessaires pour pouvoir traiter à la racine les événements qui pourraient devenir par la suite des accidents. Et en particulier, dans le cadre de Parfex, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a déployé le système 45001 dans le 14001 et 14001, effectivement. Donc, on a essayé de faire participer les salariés à tous les niveaux. Et donc, c'est le système que décrivait tout à l'heure Victor, qui permet d'avoir des remontées qui sont ensuite traitées au niveau hiérarchique pour mettre en place les actions nécessaires. Et surtout, il y a des retours sur ces actions-là qui sont mises en place pour limiter les freins dans les remontées. Donc, on donne à chaque niveau de l'organisation les différents outils qui sont nécessaires. Je pense qu'on reviendra plus en détail sur cette partie-là avec des questions, parce que j'ai parcouru en travers, on a quelques je pense. questions là-dessus. Voilà, donc simplement pour vous donner notre vision chez Red Online, donc on a parlé de la remontée des événements. Donc, Red Online propose une application de gestion des incidents qui permet à chaque employé de faire des rapports d'incidents qui sont ensuite validés après par les managers HSE, qui vont mener à une investigation et derrière à une amélioration de la performance en santé et en sécurité. Donc ou également sur la partie environnement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Cette application-là, c'est une application de remontée des incidents que vous avez également disponible sur une application mobile. L'idée étant de faciliter la remontée des incidents pour que tout le monde puisse, de manière simple et rapide, remonter une situation dangereuse pour qu'elle soit ensuite traitée et qu'on ait connaissance de ça, qu'on puisse voir s'il y a une reproductibilité à d'autres endroits de l'entreprise, ou simplement mettre en place les actions qui empêcheront l'accident de se produire. Donc voilà pour la vision Red Online et les outils que nous proposons qui viennent en support de l'approche culture sécurité. On va passer maintenant à une session questions et réponses. Donc, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Je vous propose qu'on prenne dans l'ordre et puis, Victor, qu'on réponde ensemble à ces différentes questions. Donc, on avait une question sur la priorité à donner aux événements remontés et les critères à prendre en compte. Donc, ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'effectivement, quand on facilite les remontées, on peut vite se retrouver, comme on le disait, avec un gros volume. Voilà, on va avoir un gros volume de remontées. Et la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on traite? On ne peut pas forcément tout traiter. Alors, le premier élément, c'est qu'on a beaucoup d'incidents qui sont remontés. Donc, déjà, on a une vision plus globale de l'entreprise. Donc, au moins, on a l'opportunité de prioriser, ce qu'on n'aurait pas si on n'avait pas connaissance de ces événements-là. Ça, c'est le premier point qui est important. Ensuite, dans les critères, ça va dépendre de plusieurs choses. On peut prendre des critères qui sont très en lien avec des analyses des risques. On peut se demander quelle est la population touchée, quelle est la probabilité de survenue d'un accident par rapport à la situation qui a été remontée. Un critère de traitement, ça peut être également l'effort à fournir. Si l'effort à fournir est faible,
on peut considérer que ça devient une priorité importante, puisque finalement, on va avoir un retour sur investissement qui sera beaucoup plus net. Et ensuite, un critère que je vois très peu dans les entreprises, mais qui à mon sens est primordial, c'est l'ancienneté de la remontée. C'est-à-dire qu'une remontée qui n'a pas été traitée sur une année parce qu'on n'a pas fait une priorité et qui reste d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, devrait, à mon sens, devenir une priorité. Après, il n'y a, je pense, pas de critères optimaux, il n'y a pas de façon miracle de prioriser les incidents. Ça va dépendre de l'organisation dans laquelle vous êtes, ça va dépendre des typologies de risques que vous retrouvez dans l'entreprise, ça va dépendre du niveau de maturité de la culture sécurité dans votre entreprise. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On n'a pas de critères miracles. Par contre, il y a des critères qui sont adaptables et qui doivent être pris en compte dans toutes les entreprises. Donc, l'ancienneté, l'effort à fournir, les conséquences probables et, je dirais, la reproductibilité. Donc, c'est une situation qui réapparaît soit à plusieurs endroits dans l'entreprise, soit à plusieurs reprises. C'est une situation qui doit être traitée, à mon sens, en priorité. Pour l'expérience du site aujourd'hui, on a commencé on a simplement avec de remonter sinon généraux, informatique, et en fait petit à petit en fonction de la maturité qu'on avait, on a commencé à spécifier, on a complexifié. Je ne vais pas trop dire complexifié parce qu'aujourd'hui il reste quand même très simple. On choisit parmi des grandes familles, mais en tout cas on a donné la possibilité de séparer la demande, de choisir le domaine, santé, sécurité ou environnement ou informatique, ou voilà, ce qui nous permettait en fait de faire un classement différent et de savoir combien on avait de remontées sur tel ou tel sujet. Je pense qu'il faut adapter, ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir adapter le système de remontée d'informations et d'incidents au site. Je pense qu'un site Cveso n'a pas du tout la même quantité ni la même pas qualité, mais en tout cas les mêmes types de remontée d'informations d'un site qui va être hors installation classée. Pour autant, on est toujours surpris de voir que, par exemple, dans un document unique, les risques principaux peuvent être des rallonges à proximité d'une source d'eau plutôt qu'un flux qui peut tomber en production. Donc, finalement, ces événements-là, les critères ils sont sélectionnés en fonction du secteur d'activité, je dirais, de la sensibilité que vous avez et surtout de la maturité du système HSE. Maintenant, il faut laisser le temps au système de se mettre en place et d'évoluer. Il ne faut pas trop lui en demander tout le temps parce que finalement, sinon, ce sera impossible à traiter. Tout à fait. Et on a plusieurs questions qui sont en lien avec ça. Donc, plusieurs personnes qui réagissent en nous disant si on a trop de remontées, on n'arrivera pas à tout faire et on ne va plus traiter les événements qui sont vraiment dangereux. Et il y a une réaction qui est intéressante aussi sur le fait que les catégories de la pyramide de Berne n'ont pas de relation entre elles. Alors effectivement, elles n'ont pas de relation directe entre elles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a 600 incidents qu'on va avoir potentiellement 600 accidents graves. Par contre, c'est simplement des notions d'ordre de grandeur. Et donc, on peut se dire que pour 600 incidents, on a à peu près un accident grave qui est lié à un des incidents, à un ou plusieurs des incidents. Et la notion qui est importante là-dedans, à la fois pour éviter d'être submergé et à la fois pour traiter ce qui doit être traité et ce qui peut mener à des accidents plus importants, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la priorisation. Donc, avoir une vision, c'est bien et ça permet de prioriser. Donc ça, c'est l'étape 1. Si on n'avait pas la vision, on ne pourrait pas prioriser. Maintenant qu'on a cette vision, donc on sait ce qui se passe dans notre entreprise, en tout cas, on le sait un petit peu mieux. Effectivement, la deuxième étape, c'est de prioriser ces événements-là qu'on a détectés pour voir parmi ceux-là ceux qu'on veut traiter. Et ceux qu'on veut traiter, évidemment, c'est ceux qui peuvent mener à des accidents plus graves. Et donc là, on parle de la notion de haut potentiel. Donc c'est un professeur à l'université du Sud Danemark, a priori, qui a indiqué ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc c'est les événements prioritaires sont ceux qui peuvent mener à des accidents graves. Tout à fait. De façon générale, je pense qu'il faut toujours avoir une approche globale. Le sujet du webinaire, par exemple, c'est alors, pour moi, c'est une valeur. La sécurité, c'est pas une priorité. Du coup, la place tout l'acteur de l'entreprise, donc elle doit être en parallèle de la connaissance de tous les process de l'entreprise. Et finalement,
quand vous allez recevoir des incidents, des événements qui vont être remontés par un moyen que vous aurez choisi, a priori, si vous maîtrisez à peu près le process que vous avez sur votre site, vous n'allez jamais être vraiment, vraiment surpris de ce que vous allez trouver. Donc, vous allez vous dire, il va y avoir une partie qui va être serrée, généralement, on voit si l'incident nécessite ça dit des critères pour ensuite est-ce qu'ils sont graves ou pas, est-ce qu'on les a retrouvés dans le monde, on retrouve dans l'analyse environnementale. Tout est interconnecté et donc c'est comme ça que on arrive à faire vivre un système de solution. En tout cas, nous, on a trouvé notre équipe là-dedans. Dès qu'on commence à tomber dans la multiplication de déclarations qui n'ont pas vraiment de lien entre elles, on se dit c'est qu'on a besoin d'avoir une approche plus globale, du coup on recule et on se dit on fait de la sécurité, pourquoi c'est important pour nous. Et donc on se pose cette question régulièrement et la réponse que l'on a, c'est qu'on se dit que par exemple pour le groupe, notre conséquence il est de 0,7. Ce qui on pouvait nous dire, si vous faites un quart d'heure sécurité avec vos équipes, alors Victor, ton micro est coupé. je vois que quelqu'un a coupé mon micro. Un TF de 0,7, du coup, vous faites ça, quand vous allez les noyer, ils ne vont pas comprendre. Ce qui serait intéressant, ce serait de leur dire, voilà, que chaque personne soit blessée. Et donc, généralement, c'est la fondeur à votre maturité. Vous avez aussi un petit peu de motivation pour vos équipes, pour vous-même, essayer le système et à remonter bien. Victor, juste, on ne voit pas, mais on t'entend très mal. Je pense que ton propos a été pas très bien compris parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé des problèmes de son. Donc, si jamais tu es en micro en Bluetooth, on passe sur casque si possible. Merci beaucoup. Merci, Victor. Je vais passer. Alors, on a une question sur la façon de réaliser une remontée d'incident sans être trop contraignant pour les salariés. Donc là aussi, c'est un point intéressant. Quand on met en place une culture sécurité, évidemment, on va avoir des freins au niveau des salariés. D'une part, parce que c'est nouveau, et pour la remontée d'incidents en particulier, on va avoir des freins typiques du style c'est pas mon travail, c'est pas à moi de le faire. Donc, ça fait partie des situations que Victor a rencontrées. Donc, il y a plusieurs possibilités. Bon, déjà, l'essentiel, c'est d'avoir un système de remontée, que ce soit un outil interne ou externe, qui soit simple d'utilisation et très accessible. Et le mieux, c'est de l'intégrer à des process ou des systèmes déjà existants. C'est le cas de ce qu'a fait Parfex, avec un système d'intervention qui existait, et le système du coup de remontée d'incidents était lié à la remontée la demande d'intervention. Donc, ça permet de réutiliser quelque chose qui est déjà en place et ça facilite l'utilisation par les salariés. Et puis après, le fait d'avoir des remontées, des retours sur les remontées qui sont faites, donc, qui donnent aux salariés le sentiment que la remontée a été utile, c'est ça qui va permettre de les garder dans le système, à mon sens. Ok, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que j'ai encore des problèmes de son? On t'entend beaucoup mieux. D'accord. On va partir du principe que c'était le casque, mais je pense que j'ai une connexion qui laisse à désirer. Alors, on a une question sur la gestion prédictive. Donc, quelle est la recommandation par rapport à la gestion prédictive pour éviter de tomber dans la dramaturgie? Alors, donc, la gestion prédictive, la problématique, effectivement, c'est que tout peut mener à un accident. Et donc, on se retrouve dans la même chose que les remontées. Donc, dans la gestion prédictive, on sera en amont des remontées. On peut se dire, effectivement, dans un escalier, quelqu'un peut tomber et peut mourir. Pour autant, on ne va pas mettre des barrières partout sur l'escalier. On a déjà des barrières sur les côtés. On ne va pas mettre des matelas en bas de l'escalier. Donc, la question ici, c'est comment on priorise. Et donc, la priorisation va se faire de la même façon que pour les incidents. C'est-à-dire qu'on va prioriser par rapport au potentiel de l'accident.
quelle est la probabilité qu'un accident se produise, quelle est la gravité potentielle de cet incident-là et quel est l'effort à fournir. Voilà. Donc, le risque que quelqu'un tombe d'un escalier et en meurt est présent. Pour autant, la probabilité de chute n'est pas très élevée, la probabilité de mort en chutant dans un escalier n'est pas très élevée non plus. Donc, on a des rambardes sur les côtés qui permettent de se rattraper. On a des règles organisationnelles qui demandent à ce que toute personne qui descend l'escalier ait la main sur cette rambarde pour pouvoir se rattraper immédiatement en cas de chute. Ce sont des éléments qui sont pertinents, qui ne rentrent pas justement dans le toujours plus. Comme je le disais, avoir des systèmes, par exemple, amortisseurs en bas d'un escalier, ce serait absurde. Et là, effectivement, on tombe dedans. Mais en fait, comment on définit cette limite-là, c'est par rapport à des critères de priorisation. Et ça, normalement, c'est fait au travers de l'analyse des risques directement. Et vous avez les résultats de votre analyse des risques dans votre document unique. Donc, vous avez dû déterminer les moyens de prévention qui sont adaptés à la situation que vous avez identifiée et que vous avez codée. Est-ce que l'outil Red Online est compatible avec des outils de pilotage des actions préventives, actions correctives? Alors oui. Donc l'outil Red Online vient avec un logiciel de gestion des actions et il y a également la possibilité de faire un interfaçage avec d'autres outils au besoin. Quelle différence entre culture de sécurité et culture de prévention? Il y a une différence de langage principalement, je dirais. La culture sécurité est plus globale, au-delà des actions de prévention, puisqu'on va prendre en compte on en parlait tout à l'heure, on va prendre en compte les retours de ce qui a été fait dans la gestion réactive. Pour moi, la culture de prévention est plus une gestion proactive, voire prédictive. La culture sécurité va un petit peu au-delà de ça et prend en compte aussi la gestion réactive. Je dirais que la culture prévention, elle fait partie de la culture sécurité. Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que la culture sécurité, c'est un peu la capacité que vous avez à être critique et objectif sur une situation qui est donnée, avec les risques qu'elle comporte. Et la culture de prévention, c'est si vous trouvez quelque chose qui va poser problème, quelle est votre capacité à proposer des actions correctives, préventives du coup plutôt, sur cette situation-là. C'est comme ça que je le vois. Je suis d'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les prendre. Le référentiel MAS fait question de mesurer l'approbation de la culture sécurité. Avez-vous des idées pour concrétiser ou du moins donner du sens à cette démarche? Donc, l'approbation de la culture sécurité, en fait, c'est la participation de tous les niveaux de l'entreprise. Ça peut se mesurer sur un nombre de remontées, ça peut se mesurer sur l'implication dans les actions qui sont menées, par exemple. Ça peut être des axes de travail. Ça peut se mesurer par des audits de terrain qui regardent la bonne application des moyens de prévention qui ont été identifiés et du suivi des consignes. Donc, évidemment, plus on a d'écart, plus on peut considérer que la culture sécurité n'est pas intégrée, ou en tout cas peu intégrée dans l'entreprise. En particulier, les audits peuvent permettre de faire le lien avec des documents uniques dans lesquels on a bien souvent des risques qu'on a considérés comme étant maîtrisés parce qu'on a mis en place des moyens de prévention qui ne sont pas forcément utilisés ou qui ne sont pas pérennes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des situations qui finalement ne sont pas maîtrisées sur le terrain. Et donc ça peut être un des moyens de mesurer l'approbation de la culture sécurité. Tout à fait. Alors, une question concernant l'implication de la direction des managers. Il est facile de demander au personnel de remonter des informations, mais au quotidien, les managers qui donnent le travail ne sont parfois pas inquiets des conditions de travail. Alors ça, c'est un point intéressant, effectivement. Donc, on a parlé du management. Au global, on a parlé de leadership. On a parlé du personnel, ce qu'on appelle les acteurs de première ligne, qui sont les plus susceptibles d'être victimes d'un accident. Et entre les deux, bien souvent, on a des managers intermédiaires, des chefs d'équipe, qui, eux, ont des objectifs qui ne sont pas ou peu en lien avec la sécurité et qui ne sont pas pour autant en première ligne. Et donc, il est plus difficile de leur faire intégrer la culture sécurité. Et pour ça, je vais rebondir sur ce que disait Victor tout à l'heure. La culture sécurité, c'est une valeur. Et ça doit faire partie des valeurs de l'entreprise. Et c'est pas un changement, c'est un changement de paradigme. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. La mise en place d'une culture sécurité à tous les niveaux, ça prend des années.
Mais ça doit être un acte managérial au même titre qu'un acte du quotidien pour les salariés en première ligne. Donc, il est important, à mon sens, d'impliquer les managers intermédiaires dans les remontées qui proviennent de leurs équipes et dans les actions qui en découlent. Tout à fait. Je pense que c'est l'approche la plus adaptée pour permettre, sur du moyen ou du long terme, d'avoir une implication de ces managers-là. Et ce n'est pas un taux de réussite de 100%. Vous aurez toujours des gens qui sont rétifs, comme vous avez des gens qui sont rétifs à toute forme de changement. Donc malheureusement, une des causes qui fait que la culture sécurité prend du temps à être mise en place, c'est que parfois on a besoin d'attendre qu'un élément réticent soit change d'équipe, soit témoin d'un événement en particulier qui va changer sa vision, soit tout simplement quitte l'entreprise. Oui, je dirais qu'il faut déjà la prendre au sérieux, mais je comprends un peu la question de Alexa. Effectivement, si on n'a pas de support de la direction directe, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'une culture, elle est donnée par une direction de base, ça commence par là, donc du coup, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Sans ça, ça paraît difficile, effectivement, de demander aux personnels de remonter des informations alors que les managers ne sont pas inquiets de la sécurité du personnel. Effectivement, ça pose une problématique. Comment on peut gérer ça? Ben, déjà, ça dépend de l'organisation de la société. Nous, en étant faisant partie d'un groupe, on a des questionnaires de sécurité tous les ans qui doivent être répondus par l'ensemble des salariés, sur lesquels on est challenge. En fait, on a 2 mois pour y répondre. Et puis, en fait, on essaie d'atteindre des taux de réponse de 70-80%, où on fait une surveillance en fait, de la culture sécurité, en fait, de comment on se sent en niveau sécurité sur son poste de travail. Généralement, on a des retours qui sont sont toujours intéressants. On a des plans d'action qui sont derrière qu'on nous demande. Alors, ça nous fait du travail, mais finalement, ça ne nous fait pas c'est pas ce qui nous donne le plus de travail, puisque c'est toujours pareil, quand on regarde l'ensemble de nos déclarations d'incidents, là on parle vraiment que de ça, encore une fois, on a 238 déclarations d'incidents en 3 mois, on en a 21 qui touchent la santé et la sécurité. C'est pas la majorité. On en a 80% qui sont sur l'informatique. Donc, finalement, ça reste une charge de travail, mais elle doit être partagée par tout le monde, elle doit être prise en compte par tout le monde. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de donner des indicateurs. Si vous êtes dans une démarche de certification, par exemple, mais pas que, on n'est pas obligatoire. Si vous donnez des indicateurs, c'est déjà de commencer par mettre des objectifs à chaque service sur une dimension sécurité, une dimension environnement. Donc nous, on a fait ça dans chacun de nos processus et même pour chaque fiche de poste, chaque personne de la société a des objectifs dont au moins un touche la sécurité et ou l'environnement. Et c'est là qu'on rejoint du coup la notion d'acte managérial. C'est une façon de faire redescendre les objectifs sécurité à tous les niveaux. Et de fait d'impliquer et d'embarquer des profils qui sont un peu plus réticents à l'implication de la culture sécurité. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la culture sécurité, c'est une approche très globale de la gestion de la sécurité qui nécessite l'implication de tout un chacun. Pour autant, on n'aura jamais 100% d'implication. Ça paraît illusoire de se dire que chaque salarié sera un salarié modèle qui respecte tous les process. Ça n'arrivera pas. Ce qui est important, c'est de limiter au maximum la part de facteurs humains qui est en désaccord avec ce que l'organisation essaie de mettre en place. Et ça, on le fait par la sensibilisation et par l'implication. Et donc, un salarié qui est impliqué, c'est-à-dire un salarié soit qui a fait des remontées, soit qui a participé à des actions et qui voit un changement concret dans ses activités du fait de ses remontées ou du fait des actions auxquelles il a participé, c'est un salarié qui sera plus impliqué. Et ça, c'est une piste pour répondre à certaines des questions qui peut permettre de travailler sur la partie comportement individuel. Maintenant, un salarié 100% réticent qui refuse toute action de prévention mise en place, il y a très peu de moyens de le traiter en fait. Soit c'est un cas isolé, et dans ce cas-là, on peut essayer d'identifier avec lui pourquoi il y a des freins. Et si c'est un frein qui est traitable, peut-être qu'on peut le faire. Certains salariés, par exemple, sont très réticents au port de certains EPI qu'ils trouvent désagréables ou qu'ils trouvent non justifiés. Donc là, on peut avoir des actions en particulier, soit pour trouver des EPI qui sont plus adaptés, et parfois ça existe et parfois ça permet de répondre aux besoins, soit d'essayer d'expliquer pourquoi l'EPI est nécessaire
sans tomber dans la sursécurité. Et puis parfois, on n'y arrivera pas. Et c'est OK aussi. Ce qu'il faut voir, c'est une amélioration continue. Voilà. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce qu'effectivement, on pourrait l'étendre, parce qu'on parle de la sécurité, mais de façon générale, c'est la problématique, on va la rencontrer partout. Si par exemple, vous prenez l'exemple d'un poste de travail que vous allez modifier, vous construisez un nouveau bâtiment, vous prévoyez des postes de travail. Si vous les faites de votre côté sans consulter les équipes qui vont intégrer ces postes de travail, ce qui peut être faisable, moi je ne discute pas là-dessus, vous allez de façon générale avoir beaucoup plus de réticence des personnes qui vont intégrer ces postes de travail en comparaison d'une situation où vous les aurez impliqués. Alors, je m'explique, c'est-à-dire vous faites participer des salariés sur le choix de leurs EPI, vous faites participer des salariés sur l'organisation de leur travail, sur leur poste de travail, sans pour autant, parce que participer, ça ne veut pas dire oui à tout, ça veut dire juste les consulter, prendre en compte leur avis, leur expliquer, comme disait Mathieu, pourquoi on fait des choix et sur quoi on se base pour les faire. Et en fait, c'est de partager la contrainte. Moi, ce que j'ai appris depuis 10 ans, c'est que dans la sécurité, on n'est jamais qu'un outil, un responsable HSE. Et c'est les opérationnels, c'est les salariés qui ont la réponse généralement aux problématiques qu'ils rencontrent. C'est à nous de les amener à réfléchir là-dessus et à savoir comment ça peut se résoudre. Et déjà, le premier pas, je réponds plutôt à la question de Thierry Maledent, je pense que la première étape, c'est déjà d'en parler. On saute souvent cette étape-là, on se dit je vais faire des quarts d'heure sécurité, je vais faire des points avec les équipes et en fait on ne le fait pas. Il faut le faire, il ne faut pas avoir peur de se dire aujourd'hui on parle sécurité, ça paraît bizarre, on ne l'a pas fait auparavant, pourquoi? On le fait parce que accident de travail, parce que aujourd'hui on a un TF qui est trop élevé, donc ça fait trop d'accidents dans l'entreprise, ou pas assez, mais on n'en veut pas plus en tout cas, c'est important pour nous, c'est une valeur. Donc du coup on commence par en parler et en fait généralement on va commencer à tout mélanger au début, puis ça va se clarifier, petit à petit on va faire participer tout le monde et au bout de quelques semaines, quelques mois, on finira par avoir déjà des premiers résultats qui sont extrêmement intéressants. Et finalement, ça finira par trotter dans la tête au même titre qu'on veut plus de production, au même titre qu'on veut plus de projets, d'objectifs, de choses comme ça en fera partie de toute façon. Donc pour moi, déjà, la première pierre, c'est de commencer à en parler avec les managers. Et pour revenir sur la notion d'objectif, on nous demande des exemples d'objectifs. Donc ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise et du secteur de l'entreprise. Mais des objectifs qu'on peut retrouver et qui peuvent être assez communs, c'est des objectifs qui vont permettre de participer à l'approche d'accord, on a des réglementations qui sont imposées. Qu'est-ce qu'on connaît de ces réglementations? Quel est notre pourcentage de maîtrise de la réglementation? Donc, ça peut être un taux d'avancement, ça peut être un taux de conformité. On peut se donner des objectifs là-dessus pour s'assurer déjà que les règles sont à minima connues et ensuite mises en place. Il y a parfois des freins à la mise en place, mais au moins, on se pose ces questions-là. On peut avoir des objectifs en lien avec les remontées. Donc, on a un nombre de remontées qui n'est pas connu. Alors, on ne va pas donner d'objectif sur le nombre de remontées, parce que ça, évidemment, ça ne dépend pas des managers. Par contre, on peut donner un objectif, non pas sur la mise en place d'actions, mais sur la priorisation. Chaque remontée doit être priorisée. Si 100% des remontées sont priorisées, on sait qu'on a une vue claire sur ce qu'on doit faire ou pas. Après, on peut mettre des objectifs aussi sur les actions qui découlent de toutes les remontées sécurité. Alors, les remontées d'incidents, mais aussi les actions en lien avec le DU, les actions en lien avec tous les contrôles réglementaires qu'on a dû faire et tout ce qu'on a découlé comme observation. Et là-dessus, on peut mettre un objectif sur la réalisation des actions par rapport à une deadline. Une fois qu'une action a été actée, elle doit être traitée. Si elle n'est pas traitée, il faut se poser la question de pourquoi. Peut-être qu'on a mal priorisé, peut-être qu'on a sous-estimé l'effort humain ou technique ou financier qui était nécessaire. Mais dans tous les cas, il faut qu'on ait une réponse sur cette action-là qui n'a pas été traitée. Et toutes les autres doivent être traitées. Ça fait partie des objectifs qu'on peut mettre en place. Et puis après, il y a des objectifs qui sont un peu plus directs. Donc, par exemple, sur les quarts d'heure sécurité, ça peut être un nombre de quarts d'heure sécurité à faire par mois, par an. Ça peut être un nombre de sujets à aborder. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. C'est vrai qu'on a tendance, c'est toujours un sujet vaste, mais on a tendance à voir la sécurité comme une partie entière d'une société. Mais en vrai, pour moi, la sécurité, elle est intégrante, enfin, elle est partie intégrante de tous les processus de la société. Elle n'a pas de sens toute seule. Elle n'a de sens que si on l'intègre dans le travail de l'entreprise. Pour le coup, je pense que ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise, mais déjà commencer par simplement, à chaque réunion, peu importe le sujet, commencer par parler de
1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça dépend de la réunion, sur la sécurité, toujours. Ouvrir une réunion, toujours sur le sujet de la sécurité. Nous, cet après-midi, encore une fois, on a une réunion générale avec l'ensemble des salariés. La première slide, ce sera sur la sécurité. Et en fait, en l'intégrant et en ramifiant systématiquement ces petits rappels sur la sécurité à chaque étape, on en fera vraiment une valeur, on en fera vraiment quelque chose qui est important pour la société. À chaque fois que vous allez modifier quelque chose sur votre site, faites des mocks, des management of change, assurez-vous que sur chaque changement, que ce soit le changement d'un bureau, que ce soit le changement d'une installation, vous faites une analyse des risques courte. Qui dit analyse des risques ne veut pas forcément dire complexe, mais quelque chose qui est assez exhaustif. Vous dites qu'est-ce qu'on va modifier, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est impactant pour la société, mais en même temps, vous y intégrez d'autres aspects qui vont être financiers. Est-ce que ça va nous coûter de l'argent en arrêt d'unité? Est-ce que ça va nous coûter de l'argent avec des gens qui ne vont pas pouvoir travailler? Je change un ordinateur, combien de temps la personne à qui je change l'ordinateur ne va pas travailler? Tout ça sont des aspects qui sont intéressants et si vous arrivez à l'intégrer à chaque niveau de votre société, que ce soit de la direction jusqu'à l'employé, à ce moment-là, vous allez vulgariser entre guillemets la sécurité, elle va être accessible de tous, elle va être simple et du coup, ça va être une valeur sur laquelle vous allez pouvoir compter. Je pense que déjà, vous aurez fait un pas assez grand. En tout cas, nous, c'est le retour d'expérience qu'on a chez Parfex. Et cette notion de minute sécurité, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les entreprises. Et effectivement, c'est un bon moyen d'intégrer la sécurité dans le quotidien, en fait, tout simplement. On a une question sur le registre des accidents bénins. Est-ce qu'il permettra de traiter de suite les presque accidents? Alors, le registre des accidents bénins, c'est un registre de traçabilité. Ce n'est pas nécessairement un registre de traitement. Par contre, ça permet de le remonter, effectivement. Mais par rapport à l'approche qu'on a eue sur le webinaire, dans les accidents bénins, on est déjà sur le haut de la pyramide. Ah oui, on a déjà avancé par rapport aux presque accidents. Tout Voilà. à fait. Donc, est-ce que ça permet de traiter les presque accidents? Je ne suis pas convaincu. Un accident bénin, de toute façon, ne sera pas un presque accident. Je ne sais pas si ça permettra de traiter. En fait, je préférerais avoir des presque accidents qui me permettront d'anticiper sur les accidents bénins. Les presque accidents, c'est vraiment quelque chose qui est dur à implémenter. C'est quelque chose qui vraiment que le système soit assez mature en termes de sécurité. En exemple concret, dans une expérience précédente, j'avais déjà vu un presque accident où en fait on avait 2 personnes qui rigolaient en se disant on a eu chaud parce qu'en fait une personne travaillait en hauteur avec une clé à molette et puis la clé à molette a ripé, elle est tombée de 3-4 mètres et elle est arrivée à 1 mètre de la personne qui était en bas et ils se sont dit ouf, on a eu chaud. En fait, c'est un presque accident. Celui-là, je l'ai su parce que je suis passé à proximité. Concrètement, les conséquences auraient pu être importantes. Pour le coup, pas d'accident bénin ici. Mais la conséquence de cet presque accident, si jamais il avait eu lieu, si jamais il était tombé sur la tête de la personne à côté, qui n'avait pas de casque, à ce moment-là, parce qu'il n'en avait pas besoin, concrètement, il pensait ne pas en avoir besoin, mais concrètement, ça aurait pu être important. Donc, c'est toujours toujours en parler systématiquement, de mesurer la capacité que ont tous vos collaborateurs à se positionner sur le seuil de gravité de ce qui peut se passer tous les jours. Tout à fait. Et on va prendre une dernière question et puis après on va se quitter parce qu'on arrive à l'échéance. Donc on me dit, pour vulgariser la culture sécurité, est-ce qu'il est pertinent d'approfondir les savoir-faire métiers pour initier des réflexes sécurité? Toujours. Alors, tout à fait. Dans la mesure où mieux maîtriser son métier, c'est également mieux maîtriser les risques qui y sont associés. Mais ça vient avec une notion d'explication de là et surtout des moyens de prévention et de pourquoi on a mis ces moyens de prévention. Mais dans l'absolu, oui, de toute façon, ce ne sera pas perdu. Mais j'irai encore une fois plus loin, on parle de sécurité, mais on devrait parler de tout de façon générale. Approfondir un savoir-faire métier, c'est devenir plus expérimenté et donc plus efficace. Et généralement, ce qu'on retient toujours, c'est qu'un ingénieur ou n'importe quelle personne qui travaille avec 20 ans d'expérience, on valorise cette expérience-là. Pourquoi? Parce qu'il a mis 20 ans à apprendre à faire quelque chose plus rapidement que 20 ans auparavant. Et à la sécurité, c'est pareil. Si on approfondit un savoir-faire métier, la sécurité va s'approfondir également et elle va grandir auprès de chaque personne et c'est ça qui est important. Exactement. Et les dernières questions, la dernière. Pour ces remontées de la part de nos collaborateurs hors site. Donc Red Online propose un outil de remontée des incidents qui fonctionne au travers d'une application mobile, donc accessible sur mobile et tablette, donc qui vous permettrait éventuellement de faire ces remontées, même de manière asynchrone, c'est-à-dire hors ligne, et de vous synchroniser plus tard si au besoin. Voilà,
Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous, d'avoir posé vos questions. J'espère que nos réponses vous auront aidé dans l'approche culture sécurité. Si vous avez des questions sur Red Online, d'une manière générale, je vous invite à prendre contact sur les informations que vous avez ici, avec le QR code. Si vous avez des questions pour Victor ou pour moi, je vous invite à les poser également. Elles seront transmises. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Oui, surtout, n'hésitez pas. La sécurité, on le répète depuis le départ, ça commence par en parler. Et donc, du coup, on est dispo pour en parler avec grand plaisir, puisqu'on a rencontré, je pense, tous les mêmes problématiques. Et ce serait illusoire de penser qu'on va tous trouver les mêmes solutions sans en parler. Donc, je pense que moi, je crois beaucoup au partage d'expérience, beaucoup au retour d'expérience. Et du coup, n'hésitez surtout pas à nous contacter parce qu'on sera ravis de pouvoir vous aider, si jamais on le peut, parce qu'on n'a pas la prétention de le pouvoir. Mais si on peut, on le fera avec grand plaisir. Désolé pour la qualité du son qui n'était pas terrible pour moi. Donc, et merci à vous pour cette présentation. Merci à tout le monde. Merci Victor d'avoir participé et bonne journée à tous. Bonne journée.